Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Le vice-président ivoirien était hier dans la commune d'Adjamé. Daniel Kablan-Duncan était l'invité de la génération Blessoui lors de sa sortie officielle chez le peuple Atchan. Regardez. Le peuple Atchan présente ce qu'il a de plus beau dans les composantes de sa culture. Avec un invité de marque, Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les danses des guerriers des 4 catégories que compte la génération Blessoui Abidjan Adjamé ont gratifié le public. Ce qui m'attire dans la fête de génération des Hébrayés, c'est au niveau de la danse, l'organisation et le côté culinaire. Je découvre surtout la culture à Caen et ça me fait plaisir. Les Blessoui, les Dongba, les Assoukou et les Agban ont un rôle spécifique. C'est notre manière pour pouvoir gérer nos différents villages. Ceux qui fêtent aujourd'hui sont appelés à être au pouvoir dans 10 à 15 ans. C'est une fête de maturité, de responsabilité et surtout de capacité à comprendre son environnement pour s'insérer dans le tissu social et jouer un rôle majeur. Tour à tour, ils ont fait des démonstrations devant le vice-président. Je voudrais donc vous exhorter, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à continuer de cultiver ces traditions et coutumes qui font l'originalité des Atchans. Je vous encourage à continuer de préserver en votre sein et en toutes circonstances les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité. La tête dans la modernité et les pieds dans la tradition, la Côte d'Ivoire reste toujours attachée à ses valeurs traditionnelles. Le reportage de Éric Goré. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akaoueli, s'est rendu hier au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Il y était pour s'enquérir de la situation sur les lieux suite à l'inondation du grand bloc opératoire. Le ministre a tenu à rassurer les populations quant aux mesures prises pour assurer la continuité du programme opératoire et annoncer le début des travaux de réhabilitation du CHU pour novembre prochain. Stéphane Loboué, Mamadou Kwasi. Le grand bloc opératoire du CHU de Yopougon fermé depuis le lundi 19 août dernier. La raison, 5 salles de ce grand bloc opératoire ont été inondées par une fuite d'eau dû à un tuyau défectueux dans le bâtiment dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août 2019. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique y a effectué une visite pour faire l'état des lieux. Je suis venu, constater ce qui s'est passé et je vois que les dispositions ont été prises. Les 5 blocs opératoires concernés qui en fait n'ont reçu que l'écoulement d'eau. L'eau n'a pas coulé dans les blocs opératoires. Les spécialistes, les chirurgiens nous ont rassuré que dès demain déjà, un premier bloc va pouvoir fonctionner. Mais surtout à partir de lundi, tous les blocs nettoyés, stérilisés vont entrer en fonction. Construit en 1989, le CHU de Yopougon bénéficiera, selon le ministre Akaolé, d'une réhabilitation complète à partir du 1er novembre 2019. Les travaux de réhabilitation d'un coût de 5 milliards de francs CFA s'inscrivent dans le vaste programme sanitaire du gouvernement qui prend en compte la réhabilitation et la construction des CHR et d'hôpitaux généraux. Depuis quelques mois, les importateurs de poissons et viandes congelées ne se limitent plus à la livraison et à l'importation de leurs produits au marché du détail. Ils sont désormais actifs dans toute la chaîne de distribution, ce qui n'arrange pas les affaires des grossistes, ces intermédiaires entre les importateurs, les revendeurs et les consommateurs finaux. Des détails avec Jean-Luc Bangou. Le poisson, première source de protéines animales consommée en Côte d'Ivoire. Consommation couverte à près de 70% par les importations. Le port de pêche d'Abidjan est le principal centre de transactions autour de cette denrée. Ici, importateurs, grossistes, demi-grossistes et acheteurs de poissons se côtoient à longueur de journée. J'ai été laissé ça à 14 et puis ce soir, j'ai été laissé à 30. Tu veux un seul carton? Pauline est grossiste. On va prendre avec les importateurs. C'est eux qui nous livrent. Et puis nous, on vend en détail. Mais depuis quelques mois,
L'activité connaît des difficultés liées à une réorganisation du marché. Cette place est appelée les 1000 frigos parce qu'il y avait beaucoup de frigos ici. Les frigos de 40 pieds, de 20 pieds, et il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui étaient demi-grossistes. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est presque le vide. Cette situation a été provoquée du fait que les importateurs eux-mêmes, ils ont des frigos sur les marchés et ils font le détail. Un véritable crève-cœur pour ces acteurs de la chaîne de commercialisation du poisson qui faisaient jadis la pluie et le beau temps. Moi, personnellement, quand je pouvais aller par jour 10 camions pour envoyer à l'intérieur, Gagnois, mais aujourd'hui, personne ne vient. Nous, on crée l'emploi. Les jeunes qui font sortir les cartons, qui les transportent, tout ça, c'était nos employés. Mais aujourd'hui, là, il n'en est rien. Initialement limités à la vente de leurs produits aux grossistes, les importateurs de poissons et de viandes congelées ont décidé de se mettre depuis quelques mois à la vente directe aux consommateurs. Une activité parfaitement légale selon Ibrahim Omaïs, gérant d'une société d'importation. Nous vendons à tout le monde, nous ne faisons de restrictions à personne. Tout le monde a accès à notre poisson. Qu'il soit grossiste, demi-grossiste ou détaillant, il a accès au poisson chez nous. Et nous n'avons pas bloqué les petits et nous n'avons pas non plus permis aux grands de continuer leur activité. Ça fonctionne pour les deux. Parmi les raisons qui ont amené les importateurs à franchir le pas, les nombreuses dettes dues par leurs clients grossistes alors qu'ils subissent la pression des fournisseurs. Pauline Keita reconnaît ce fait. Il y a eu des pertes dans les poissons que j'ai pris avec eux. J'ai des soucis, effectivement, parce que je dois. Les règles de la concurrence, mais également la méconnaissance de certains aspects de la commercialisation peuvent expliquer la crise qui sévit dans le secteur. Un secteur comme celui-là, il est un secteur très concurrentiel. Il n'est pas bon que les uns et les autres se rejettent, j'allais dire la pierre pour dire bon tel a des pratiques qui ne sont pas bonnes, qui me créent un préjudice, alors qu'en réalité, les textes peut-être le permettent. La vente directe du poisson au consommateur final par les importateurs reste une activité encadrée par le ministère du Commerce. Expression de la liberté du marché, mais également libre jeu de la concurrence. Chaque métier est soumis à agrément. Vous voulez être importateur, vous prenez un agrément d'importateur. Vous voulez être grossiste, vous prenez un agrément de grossiste. Vous voulez être détaillant, vous prenez un agrément de détaillant. À partir de là, la loi ne dit pas que celui qui est importateur ne peut pas être grossiste. Ne disons pas à la loi ce qu'elle n'a pas dit. Lorsque la chaîne de distribution est trop longue, écoutez, effectivement, je dirais il y a trop d'intermédiaires et ça crée des surcoûts pour la mise à la consommation des produits. Rendre le poisson plus accessible et au meilleur prix possible, tel est l'objectif de la vente directe du poisson par les importateurs aux consommateurs finaux. En Côte d'Ivoire, la consommation de poissons est estimée entre 250 000 tonnes et 300 000 tonnes par an. Une équipe de chercheurs du ministère de la Culture a effectué une mission au Brésil du 10 au 18 août dernier. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du projet Route de l'esclave sur les traces des Ivoiro-descendants du Brésil. Le ministère de la Culture se dit donc satisfait de cette mission. Serge Collier. Mission fructueuse au Brésil pour le comité scientifique du projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire. Plus d'une semaine de recherche qui ont conduit les membres de l'équipe dans les villes de Recife, Olinda, Salvador et São Paulo. Théoriquement, il y a eu des Ivoiro-descendants, mais tout ceci ne peut être confirmé que par les tests d'ADN. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la cartographie mondiale de l'ADN, de sorte que, une fois le test fait, chaque afro-descendant qui se sera soumis à ce test pourra savoir d'où venaient ses aïeux. Le projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire, de l'avis des différents spécialistes, au nombre desquels des historiens, des linguistes et des archéologues, est sur la bonne voie. Je pense que la Côte d'Ivoire est la première à avoir pris ce chemin-là. Venir à la rencontre des descendants d'esclaves, voir ce qu'ils ont, leur culture, travailler avec eux et puis savoir faire le lien entre ce que nous avons ici et ce que nous avons
en Afrique. Leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée, je pense que c'est une recherche qui est originale, une méthodologie originale que l'UNESCO devrait prendre en compte et voir que l'État de Côte d'Ivoire est engagé dans ce travail-là, qui est très important. Ce voyage ouvre également des perspectives artistiques et culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Nous pensons qu'il y a maintenant une ligne qui va permettre à des professionnels de nos différents pays de venir en échange d'expériences ici, à des films, à des productions ivoiriennes, d'être montrés ici. Et il y a aussi le secteur du livre, parce que les autorités que nous avons rencontrées animent une foire du livre qui est l'une des plus dynamiques au niveau du Brésil. Pour cette mission, le ministère de la Culture et de la Francophonie a bénéficié du soutien du ministère des Affaires étrangères à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil qui a facilité les échanges avec les autorités brésiliennes. Le monde de la culture est à nouveau en deuil. Le styliste modéliste ivoirien Éloi Sessou est décédé hier. Il était réputé dans son métier car il habillait les candidates au concours de beauté nationale Miss Côte d'Ivoire. Davis Oyo, Abou Sanogo. Il était l'habilleur des Miss. Il était l'un des meilleurs ciseaux de Côte d'Ivoire, voire même d'Afrique. Éloi Sessou, c'est de lui qu'il s'agit, a déposé définitivement les ciseaux ce jeudi matin, plongeant ainsi sa famille, ses proches et l'univers de la mode dans la tristesse et la consternation. Ce que je retiens de lui, c'est son caractère discipliné, courtois, respectueux et surtout travailleur. C'était un membre influent de l'association des créateurs de mode. Il est parti, on va dire, avec tout le talent qu'il avait. C'est vraiment une grande perte pour la mode. Pour celui qui connaît les Éloi, il est parti d'un niveau, et puis bon, tout de suite, vous voyez à quel niveau il était déjà. Ambassadeur de la mode ivoirienne, il était en Italie récemment pour un défilé intitulé Sous le manteau, ce dans le cadre d'un programme destiné aux migrants clandestins. Comptabilisant 15 années d'expérience dans le domaine de la mode, disponible, il avait pour mot d'ordre le travail bien fait. Éloi Sessou était également le styliste des chroniqueurs de l'émission de la radiodiffusion-télévision ivoirienne C'est Midi. Selon des sources proches de la famille, Éloi Sessou traînait une maladie depuis plusieurs années. Maladie qui a aujourd'hui eu raison de lui. Parlons à présent de sport. 12e édition des Jeux africains au Maroc. L'hymne de la Côte d'Ivoire s'est fait entendre 3 fois à Rabat grâce aux victoires des taekwondoïnes Gbané Seydou, Sissé Cheikh et Bouma Firimata. Dans le reste de l'actualité, les feux de forêt en Amazonie sont devenus une crise internationale. L'ONU et le chef de l'État français interpellent vivement le président brésilien Jair Bolsonaro qui a vertement répliqué à Emmanuel Macron. Jair Bolsonaro a accusé le président français d'avoir une mentalité colonialiste après qu'il a donné rendez-vous aux membres du G7 pour parler de l'urgence des feux en Amazonie à Biarritz ce week-end. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.